de parler de cette question-là, d'autant plus que je pense que avec les élections municipales, c'est important de pouvoir aborder ces questions. Vous suivez plus ou moins le même chemin. Non, je dirais même que vous suivez le chemin de la Belgique, à ceci près que vous avez quand même des personnalités, vous avez quand même une frange de la population qui essaie quand même de lutter contre l'islamisme, contrairement à la Belgique. Alors, pour rentrer très vite dans le vif du sujet, je vais d'abord commencer par brièvement me présenter pour un peu expliquer comment tout ça, je l'ai vu à partir de ma propre expérience pour ensuite parler d'un point de vue, on va dire, de terrain en tant que travailleuse sociale et puis en tant que, je dirais, militante, anthropologue. À la base, c'était plus pour des études en anthropologie que je me suis intéressée à ces sujets-là. Et puis ensuite, évidemment, ça m'a ouvert les portes du militantisme parce que je n'avais pas le choix. C'est pas un choix personnel d'être militante, mais parce que c'était arrivé. J'étais confrontée à des difficultés qui faisaient que je ne pouvais pas faire autrement et en fonction de ce que j'observais. Alors, donc, je suis belgo-marocaine, troisième génération, née à Bruxelles. Et je suis né en 76, donc depuis les années 80, j'ai pu observer la montée de l'islamisme, d'abord autour de moi, auprès de mes camarades de classe, parce que vous savez, les premières générations, mes grands-parents et mes parents n'étaient pas très regardants, ni pas très pratiquants, pas vu, pas pris, c'était un islam de culture, mais il s'avère que très rapidement, dans les années 80, les pays étrangers, notamment comme l'Arabie Saoudite, mais aussi une petite frange des frères musulmans, ont investi le terrain et ont commencé à financer au départ des mosquées et à donner des cours d'islam, du Coran wahhabite, et donc qui est un islam très fondamentaliste auprès de cette jeunesse qui était née en Belgique, mais ça s'est produit un peu partout en Europe, parce qu'ils avaient compris évidemment qu'avec ces enfants issus de l'immigration, notamment de pays musulmans, il y avait quelque chose qu'ils pouvaient... c'était un terrain fertile pour eux. Et donc, évidemment, il ne faut pas oublier aussi qu'en 1979, il y avait eu l'ayatollah Khomeini qui est arrivé au pouvoir. Et donc, quelque part, il y avait une espèce de concurrence entre les chiites et les sunnites, puisque l'Iran étant, l'ayatollah Khomeini étant chiite, et l'Arabie saoudite et d'autres pays musulmans en grande majorité sont sunnites. Donc le monde est composé de 90%, plus ou moins 80-90% de sunnites, et le reste, ce sont les chiites qui sont une plus petite minorité. Enfin, ils sont moins important, on va dire, que les sunnites dans le monde. Ils représentent une moindre population. Et donc, il y avait une espèce de compétition, puisque à partir du moment où, en 1979, l'ayatollah Khomeini arrive au pouvoir, il y a une fascination qui s'exerce non seulement sur les populations issues du chiisme, mais aussi parmi la population issue de l'immigration sunnite. Qui évidemment, voyant cette personnalité charismatique qui impose le voile aux femmes, etc., ils se disaient enfin un vrai musulman, etc. Moi, évidemment, j'étais jeune, mais petite, mais j'ai bien vu dans le regard des adultes qui m'entouraient, qui disaient enfin, ah, c'est bien qu'il soit arrivé au pouvoir, c'est bien qu'il s'impose comme ça devant l'Occident, etc. Donc, il y avait eu tous des commentaires qui m'avaient déjà interpellée. Même si j'étais petite, j'avais très bien commencé à comprendre, enfin, j'avais compris quelle était la condition des femmes et quelle serait ma condition en tant que femme et mon futur, ce à quoi il était réservé. Et donc j'ai grandi avec ça, avec cette islamisation de la société qui commençait déjà très tôt. Mais évidemment, tout ce qui était vécu à l'intérieur des communautés n'était pas dit. C'est-à-dire que tous les propos qu'on pouvait tenir, tout le discours fondamentaliste ne pouvait pas être véhiculé et partagé avec les non-croyants. On avait une image du non-croyant qui était de considérer que tout ce qui n'était pas musulman était impur. Parfois, les enfants disaient, ah, le Belge, il était appelé le porc, etc. Donc, les insultes qui arrivaient le plus souvent, c'était sale porc, sale juif, etc., etc. Donc, tout ce qui n'était pas musulman était considéré comme impur, donc comme mauvais. Et malheureusement, dans ces mosquées-là, le discours qui a été véhiculé, c'est que on ne peut pas frapper, on ne peut pas être violent vis-à-vis d'un musulman, mais par contre, quand il s'agit d'un non-musulman,
c'était permis. Et évidemment, tout ce discours-là, on nous demandait de ne pas le raconter, de ne pas le dire aux non-croyants, c'est-à-dire en l'occurrence à vous. Mais derrière tout ça, il y avait quand même ce mépris de tout ce qui n'était pas musulman. Et, euh, et d'ailleurs, c'est vrai que même si nous, enfants, on voyait que les professeurs que nous avions, qui étaient plutôt bienveillants à notre égard, qui nous enseignaient des choses, qui nous émerveillaient, moi en tout cas, j'avais des professeurs qui voyageaient beaucoup, qui nous racontaient l'histoire de l'Égypte antique, de la Grèce, etc. Ça faisait rêver. Donc, nous, on était fascinés par ces professeurs qui étaient bienveillants à notre égard et qui, quelque part, étaient aussi non seulement bienveillants, mais qui nous communiquaient une espèce de respect que nous ne retrouvions pas dans nos familles. Parce que dans les familles, dans la majorité des familles musulmanes, on vivait beaucoup de situations de violence intrafamiliale, que ce soit aussi bien les filles que les garçons, mais beaucoup plus les filles en l'occurrence, puisque le garçon était le garant, entre guillemets, c'était celui qui devait surveiller sa sœur, qui allait être l'homme de la famille. Et la fille, par contre, elle pouvait ruiner la réputation de la famille si elle perdait la virginité. Donc on a grandi, moi j'ai grandi avec ça. Et puis ensuite, on a eu, donc ça c'était au départ avec notamment la pression, on va dire, de l'Arabie Saoudite et donc de tous ces pays-là, l'Arabie Saoudite, etc., le Qatar. Par contre, on avait une autre frange de fondamentalistes qu'on ne voyait pas arriver, qui étaient les frères musulmans. Alors la différence entre les deux, c'est que les frères musulmans n'avaient pas le même discours que les salafistes. Ils avaient un discours plutôt plus moderne, et notamment dans les années 90 avec la venue de Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, pour les jeunes que nous étions, c'était une promesse d'un islam qui allait changer, qui allait se moderniser, qui allait permettre aux femmes d'être plus libres. Parce que ce monsieur, évidemment, jouait, comme on sait, les frères musulmans jouent sur les doubles discours et savent manipuler. C'est vraiment une perversion du langage. Mais ils ont aussi berné toute cette génération qui voulait une modernité, qui voulait sortir de ce carcan d'un fondamentalisme islamique. Et donc Tarek Ramadan, notamment, comme il était, enfin en tout cas c'est ce que généralement la gente féminine trouvait que Tarek Ramadan était un bel homme. Et donc quand il était à l'université, puisqu'on lui donnait l'accès à l'université pour donner ses conférences, on lui donnait accès aussi dans les médias publics pour parler d'islam. Et on disait très souvent, les journalistes disaient, c'est le représentant des musulmans. Et d'ailleurs, le brillant intellectuel, etc. Ce qui, en plus, donnait une légitimité auprès de la communauté musulmane. Parce qu'il faut savoir aussi que si la communauté musulmane écoute les prêcheurs et écoutait on va dire les imams, ils étaient aussi méfiants. Ils préféraient qu'ils ne soient pas trop près pour ne pas devoir subir des remontrances sur ce qu'ils faisaient. Et donc, quand vous avez un, un média public qui vous dit que Tarek Ramadan, c'est le représentant des musulmans, que c'est un intellectuel et qui le valide quelque part. Donc, pour les musulmans qui, eux, sont assez méfiants, finalement se disent, bah, si même eux, en gros, si même eux, les Occidentaux qui ont l'excellence par la médecine et la science, etc., parce que c'est comme ça qu'on voyait aussi, même si d'un côté, on méprisait le non-croyant, mais de l'autre côté, on pouvait reconnaître qu'ils avaient quand même des connaissances, qu'ils excellaient en médecine, etc., eh bien, on se disait, ben, si eux le reconnaissent, si quelque part, ça doit être vraiment un intellectuel. Et donc, on a tout d'un coup des jeunes filles qui vont à ces conférences à l'université. C'était vraiment des amphithéâtres qui étaient bondés de jeunes filles et qui buvaient réellement ces paroles. Parce que il retournait les choses. C'est-à-dire que si on prend la question du voile, il ne disait pas vous étiez obligé de porter le voile. Ce que nos parents, nos familles disaient, c'est qu'en islam, ou les prêcheurs disaient, en islam, il est obligé pour une femme de porter le voile. Donc, ce qui fait que on était soumise, on se sentait soumise et écrasée par quelque chose. Alors que lui disait, euh, c'est pas une obligation, mais en tant que musulmane, vous êtes les femmes, vous êtes les plus importantes en islam. D'ailleurs, Dieu vous choisit parce que vous êtes celles qui allez être les mères, celles qui allez devoir transmettre l'éducation. Donc, vous avez une mission pour Allah. Vous êtes celles qui est important aux yeux d'Allah. Évidemment, pour ces filles qui n'avaient pas de reconnaissance au sein de la famille, qui étaient souvent reléguées, souvent rejetées par la mère qui choisissait le garçon, le fils comme modèle, et tout son espoir se fondait sur
sur le garçon. Là, les femmes n'avaient aucune reconnaissance. Et donc, quand vous avez un homme qui tout d'un coup vous dit, aux yeux de Dieu, c'est vous qui êtes importante et c'est vous qui allez devoir transmettre l'éducation à vos enfants. Donc vous avez une mission. Donc quelque part, ces femmes qui avaient été dévalorisées, là, il les revalorisé. Alors je vais reprendre. Il a les rev- pardon, j'arrive plus à trouver le terme. Leur redonner comment dire? Revaloriser. Revaloriser, merci, voilà, ça arrive parfois. Évidemment, alors il tourne la situation par rapport au port du voile, il leur dit, mais vous savez, vos parents, vos familles ont été maltraités en Occident, vous pouvez évidemment ne montrer que vous êtes des intellectuels, il faut faire des études, vous devez avoir la connaissance, et vous avez... c'est à vous de défendre le port du voile, puisque c'est un droit et vous avez le droit de le porter. Donc n'hésitez pas de faire valoir vos droits. Alors ces jeunes filles, évidemment, n'ont pas compris que tout de suite il avait juste inversé. C'est-à-dire qu'il leur faisait croire que finalement c'était un choix personnel de porter le voile. Et donc, quelque part, elle se disait, mais oui, mais au fond, je ne suis pas du tout obligée de quoi que ce soit. C'est parce que moi, je suis fière de mon identité, je suis fière d'appartenir à une communauté, et qui plus est, où j'ai une place, où je suis celle sur qui la communauté et la famille va compter. Donc voilà, parce que c'est une période qui est même très importante, la période Ramadan, parce que c'est vraiment lui qui va porter, si vous voulez, auprès de cette jeunesse la revalorisation de l'islam et le fait d'appartenir à l'islam. La deuxième chose, c'est qu'il va leur dire, pour nous qui sommes nés ici en Belgique, où finalement au départ nous ne savions pas trop si on était belge ou si on était marocain, ou algérien pour ceux qui sont, enfin, en tout cas si on était du Maghreb, du nord de l'Afrique, parce que quand nous retournions au pays, on nous traitait comme des étrangers. C'est-à-dire qu'au pays, on n'était pas les bienvenus. Et en même temps, quand on était ici, on ne savait pas trop. On se disait, mais on voyait bien qu'il y avait une différence et qu'on n'était pas vraiment d'ici non plus. Et donc, lui va leur dire, mais vous savez, vous êtes né en Belgique, et c'est ce que les frères vont nous dire, vous êtes né en Belgique, vous êtes belge, et il faut qu'on respecte votre religion en tant que belge musulman. Vous êtes des belges musulmans. Et petit à petit, ce vous êtes belge va se transformer en une identité, vous êtes musulman. Et donc ça va dépasser complètement le fait qu'il y a une appartenance à une nation en tout cas comme on la connaît en Occident, c'est-à-dire une nation française, etc. Parce qu'il y a évidemment la nation musulmane, c'est la Ummah Islamiyah, la communauté musulmane. Donc on appartient, tous les musulmans dans le monde, on n'appartient qu'à une seule nation, et c'est la nation musulmane. C'est pour ça que quand vous avez le Hamas qui appelle dans le monde entier en disant partout où ils sont, tuez-les, c'est combattez-les, tuez-les, parce qu'ils s'adressent comme ça à tous les musulmans puisqu'on ne forme qu'une seule unité. Et donc ça va être une période extrêmement importante qui va faire que c'est à ce moment, dans cette période-là, qu'en Europe, vous allez voir cette jeune génération qui petit à petit, surtout auprès des femmes, vont commencer à se dire, on a quand même une place et donc on va tout faire pour que la communauté musulmane puisse, et ma foi, puisse être reconnue à l'extérieur, auprès des mécréants, etc., à l'école, et donc faire des revendications, etc. Mais les revendications vont venir beaucoup plus tard. C'est pas tout de suite encore, c'est vraiment à partir des années 2000. Et je pense qu'il y a un autre point dans les années 2000 qui va être important, c'est 2001 avec le 11 septembre. À partir du moment où il y a ces attentats aux États-Unis, à New York, là, on sent que les musulmans se disent, oui, 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 on va avoir des problèmes en Occident, on va peut-être mal nous voir parce que quelque part, et on le sait tous, que ce qui s'est produit, il y a eu une jouissance de la communauté musulmane en disant, ah ben voyez, une grande puissance est tombée. Moi, je travaillais à l'époque dans un hôpital à Bruxelles, très grand hôpital bruxellois, et j'ai vu des médecins de confession musulmane sauter de joie en voyant ces deux tours s'effondrer. Et ça avait beaucoup choqué aussi les Belges médecins, secrétaires, etc., infirmières, ou d'autres Belges à l'extérieur, parce que
ils ne voyaient pas ça comme ça. Ils ne s'imaginaient pas qu'ils avaient affaire à des gens que sur le territoire en Belgique, on avait des gens qui seraient heureux de voir que des terroristes tuent d'autres personnes. D'autant plus que pour beaucoup de Belges, contrairement à ce qu'on dit quand on parle de racisme, on dit oh, mais il y a, nos pays en Occident sont racistes, etc. C'est à relativiser, mais vraiment énormément, parce que certes, il y a du racisme comme partout dans le monde, mais il n'est pas aussi fort et aussi flagrant que quand vous allez dans certains pays musulmans, et notamment du Maghreb, où il faut regarder les conditions des personnes de couleur noire, même s'ils sont marocains d'origine, etc., parce que c'est très mal vu pour une personne d'être de foncé de peau, puisque c'est considéré comme des personnes, des esclaves. Donc il faut savoir que le racisme dans les pays arabo-musulmans est encore bien présent et bien violent qu'en Occident, alors qu'en Occident, justement, on a des lois qui luttent contre les discriminations. Si demain j'ai une discrimination, je peux aller porter plainte et la personne sera poursuivie. Donc il n'y aura pas de loi différenciée entre une Belge, on va dire, d'origine et une personne qui aurait eu une nationalité ou qui serait née en Belgique et qui obtiendrait la nationalité belge. Et là, malheureusement, ben, là, les Belges vont être confrontés à ça. Certains, en tout cas, vont commencer à se poser des questions. Et de l'autre côté, vous avez les musulmans qui se disent, bah, finalement, ils vont commencer à comprendre ce qu'on veut réellement. Parce que derrière tout ça, il faut comprendre que nous avons été éduqués et élevés sur le fait qu'un jour, le monde entier deviendra islamique et deviendra musulman. Il y a des prophéties en islam. Il y a une prophétie qui dit que quand on approchera de la fin du monde, il y a des signes. Et l'un des signes, c'est que Israël tombera et deviendra musulman, et ensuite ça se propagera dans le reste du monde, et le reste du monde deviendra musulman avant la fin du monde. Et donc ça, il faut bien se dire que nous avons une éducation, on nous a appris tout ça, donc on a grandi, et c'est quelque chose qui est qui est considéré comme, enfin qui est normalisé. Donc si vous en parlez à un jeune, avant évidemment les attentats, parce que maintenant ils ont bien compris qu'il y a certains propos qui ne peuvent plus être acceptés, mais il y a encore quelques années, certains musulmans vous diraient, ben oui, c'est marqué dans le Coran, donc c'est tout à fait normal. Mais maintenant ils savent très bien que ce sont des choses qu'il ne faut plus dire, donc ils se retiennent. Et donc c'est aussi ça le double langage des frères musulmans, c'est que les frères musulmans ont eu cette intelligence d'observer, d'étudier le fonctionnement et le contexte dans lequel ils évoluent, que ce soit en Belgique ou que ce soit en France ou ailleurs, dans les pays en Occident. Parce que quand ils ont dû quitter l'Égypte, puisqu'ils étaient poursuivis dans certains pays arabes, dont l'Égypte, quand ils sont venus ici en Occident, évidemment, ils ne pouvaient plus repartir dans ces pays-là. Donc ils se sont dit, il faut absolument, pour que ce soit accepté, puisque tout musulman doit faire la hijra, c'est-à-dire partir en terre d'islam pour vivre sa religion. Mais les frères musulmans, comme ils ne peuvent pas repartir, décident de faire de cette terre une terre d'islam pour qu'ils puissent y rester. Et donc, évidemment, pour que ça puisse être le cas, il faut, vu qu'on est en trop peu, enfin on est en nombre trop restreint, on n'est pas en force en Occident, eh bien, il va falloir être stratégique. Il va falloir étudier le contexte dans lequel on est et il va falloir influencer de telle manière à ce que les normes changent en Occident. Et c'est comme ça qu'on va avoir finalement des frères musulmans qui vont être très structurés, qu'on va retrouver, qui vont influencer, ils ne seront pas très nombreux, mais ils vont comprendre certaines choses. Et ces certaines choses, c'est par exemple ce qui se passe notamment en France actuellement, c'est qu'ils comprennent que les musulmans sont de plus en plus nombreux, notamment à Bruxelles et dans certaines régions de la Belgique comme Verviers, etc. Et que les politiques, surtout de gauche en premier lieu, comme les ouvriers belgo-belges ont changé de statut, il y en a de moins en moins. Il leur faut absolument un électorat, et l'électorat qui est présent sur le territoire, c'est l'électorat des étrangers. Alors au départ, ils voulaient absolument, le Parti socialiste notamment, enfin surtout le Parti socialiste, avait demandé à ce que les personnes étrangères puissent obtenir l'autorisation d'aller voter. Ça a été refusé. Ensuite, ils ont fait en sorte que l'obtention de la nationalité belge puisse être facilement acquise.
Ça, par contre, ça a bien fonctionné. Ce qui fait que vous avez une population d'origine maghrébine ou turque musulmane, très nombreuse euh, à Bruxelles. Et donc, le vote du musulman est très important à Bruxelles. Vous avez des communes, ça oscille entre 22 et 50% de musulmans dans certaines communes. Donc, le vote du musulman, évidemment, est important. Le clientélisme est important. Donc, le Parti socialiste le comprend, en sachant aussi que le Parti socialiste avait créé beaucoup d'associations qui étaient censées venir en aide à un public fragilisé, etc. Et cette public fragilisé était en majorité des personnes qui étaient d'origine issue de l'immigration. Et donc, ce clientélisme va être poussé par des octrois parfois de logements sociaux par-ci, d'aides à gauche, à droite, etc. Mais on va aussi, dans les années 90, quand il va y avoir des émeutes, pour calmer le jeu, on va créer ce qu'ils appellent la politique des grands frères. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des garçons, des hommes, enfin surtout des jeunes garçons, euh, pour les recruter au sein d'associations pour calmer les groupes de jeunes. Et souvent, ces jeunes-là qui étaient évidemment, qui avaient une certaine autorité auprès de cette jeunesse d'origine maghrébine, c'était des jeunes qui étaient dans tout ce qui était, comment je dirais, économie souterraine, c'est-à-dire vente de shit, de drogue, etc. On a, à l'époque, enfin, c'était surtout une population d'origine marocaine, du nord du Maroc, qu'on connaissait évidemment dans l'utilisation et la consommation du hashish. Petit à petit, ils vont ouvrir le champ à de la cocaïne, à toute autre drogue, pilules, roches, etc. Et donc, vous allez avoir la grande délinquance. Et dans cette grande délinquance, vous allez avoir des personnalités que les politiques vont aller chercher pour offrir des postes dans des associations. Et c'est là que les frères musulmans vont comprendre qu'il y a quelque chose à faire. Et donc, ils vont approcher ces jeunes en leur disant, mais vous savez, on est tous frères en islam. La plupart de ces jeunes ne connaissent pas la mouvance des frères musulmans. Beaucoup de musulmans ne connaissent pas les différences. À l'époque, en tout cas, ils ne savaient pas qu'il y avait autant de différences. Pour eux, un musulman est un musulman, point barre. Il pratique ces 5 piliers de l'islam et puis voilà. Mais ces groupes-là, qui eux savent qu'il y a des différences, vont commencer à aller chercher ces musulmans et vont les réislamiser. Vous allez avoir des professeurs de religion islamique. Vous savez que chez nous, dans les écoles publiques, nous avons des cours de religion et vous avez des cours de religion islamique qui vont être instaurés à partir des années 80. Moi, j'ai par exemple eu ma scolarité primaire, donc élémentaire, j'ai eu un professeur de religion islamique qui était frère musulman. Je l'ai découvert qu'il y a 5 6 ans. Parce que, en faisant des recherches, je suis tombée dessus. Il a créé une école confessionnelle à Bruxelles. D'ailleurs, maintenant, nous avons 3 écoles confessionnelles musulmanes à Bruxelles. Il fait partie des personnalités qui ont créé ce type d'école et ce sont des écoles frères musulmans. Donc voilà un peu la manière dont c'est fait. Donc ce clientélisme, donc qui a financé des associations. En échange, évidemment, on demande des votes des musulmans. On va dans les mosquées voir l'imam pour discuter avec l'imam. Vous avez un imam qui dit, bah, nous, on aimerait bien, on n'a plus de place et on aimerait bien une mosquée un peu plus grande. Il y a tel bâtiment qui est vide. Est-ce que vous pourriez nous le vendre pour un euro symbolique ou pour un petit montant? Et évidemment, vous allez avoir le bourgmestre qui est l'équivalent du maire qui va dire oui, oui, bien sûr. Et alors, on va créer comme ça des lieux qu'on va appeler des centres culturels islamiques, etc. Où vous allez voir, on va vous dire, mais on fera de l'aide des devoirs, on fera aussi des rencontres intergénérationnelles, on fera des rencontres interreligieuses, on organisera des événements culturels, etc. Mais évidemment, tout ça il faut que ce soit conforme à l'islam. Je me souviens aussi que dans une école, euh, justement, où j'ai eu ce professeur de religion islamique, un jour a dit, ben, vous savez, ce serait bien d'organiser une fête du mouton à l'école pour qu'on puisse partager avec les professeurs, pour qu'on puisse apprendre à se connaître, que ce soit dans un cadre convivial, etc. Donc l'école, le directeur de l'école avait accepté, et avec l'imam et la mosquée qui était juste en face,
D'ailleurs, c'est là que les moutons ont été égorgés pour ensuite et préparer le repas, pour ensuite être amenés à l'école. Et donc, il y a eu une grande fête avec les parents, les enfants, les professeurs. Tout le monde était content. Ça s'est très, très bien passé. Et comme ça s'est bien passé, le directeur a dit, ma foi, c'est vrai que c'était chouette comme ambiance. Pourquoi ne pas faire réitérer ça l'année suivante? Ce qui a été fait. Mais l'année suivante, dans ces écoles, nous avons des fêtes de fin d'année organisées par l'école, par les professeurs. Chacun organise, vous savez, dans ces écoles, des petites pièces de théâtre, des petits spectacles, etc. de fin d'année. Sauf que là, l'imam a dit, cette année, vous allez faire quoi comme spectacle? Est-ce que je pourrais avoir le programme? Le directeur dit, oui, bien sûr. Donc, il montre le programme et l'imam lui dit, ça, ce n'est pas conforme. Ça ne va pas chez nous. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous devez changer le programme et ces pièces. Le directeur a dit, ah ben non, non, pas du tout, on ne peut pas faire ça, etc. Et l'imam lui a dit, bien, très bien, pas de problème, vous n'aurez personne. Je donnerai l'injonction à tous les parents et à tous les enfants de ne pas venir à l'école. Eh bien, ils ont cédé. Donc, l'imam avait chaque année, pouvait voir la liste et le programme des pièces qui étaient jouées et il fallait que ce soit conforme évidemment à la charia, donc à la loi islamique. Ça, c'est un exemple. Euh, Autre exemple, euh, par rapport au clientélisme, c'est qu'à partir du moment où les islamistes arrivent dans des associations, évidemment, ils ne disent pas qu'ils sont frères musulmans, évidemment, ils ne parlent pas tout de suite du religieux, ça vient petit à petit. Ah, et on fait pression sur les jeunes filles. On commence d'abord par faire pression sur les jeunes filles. Les filles sont contrôlées non seulement à la maison, mais elles sont aussi contrôlées à l'extérieur. C'est-à-dire que vous avez le copain du frère qui voit que pendant le ramadan, vous vous cachez pour manger, il va appeler votre famille. Il vous voit parler avec un non-musulman, un garçon, il va appeler votre famille, et ainsi de suite. Ce qui fait que les femmes ne sont contrôlées partout, même par des gens qu'elles ne connaissent même pas. Parce que la communauté est très petite, tout le monde se reconnaît, tout le monde connaît qui, et les hommes en particulier savent très bien que elle est la sœur d'un tel. Et donc il y a un contrôle et une pression sociale. Et pas besoin de donner des injonctions, on le sait. On le sait parce que ça s'est produit. Et on vous dira dans les familles, ah, mais vous savez, Karima, elle a été, on l'a vu, un tel l'a vue avec un garçon, elle est en train de l'embrasser. Son père l'a retirée de l'école, il l'emmène au pays et il va la marier là-bas, il va l'abandonner. C'est comme ça qu'on fait chez nous. Pourquoi on nous racontait ça? Pour que ça nous serve de leçon, nous, en tant que femmes, pour que nous ne faisions pas la même chose. Et donc, évidemment, on regardait partout. C'est-à-dire qu'on n'avait plus confiance, on faisait attention à nos gestes, à la rencontre avec l'autre, etc., etc. Et donc, dans tous ces lieux-là où vous allez avoir des frères musulmans, évidemment, qui vont, eux, petit à petit, réislamiser, mais à la doctrine des frères musulmans. Donc, toute cette jeunesse, ils vont commencer à les former à poursuivre des études, à aller dans les universités, à savoir comment revendiquer. Ils vont aussi pousser les jeunes filles à aller à l'école parce qu'il y aura des études sociologiques et les frères musulmans, évidemment, lisent, contrairement à nous, ce que nous disons en lisant les études sociologiques qui disaient que les filles musulmanes réussissent mieux que les garçons parce que les garçons, eux, peuvent sortir, les filles doivent rester à la maison, donc finalement, elles doivent se concentrer sur leurs études. Les frères musulmans se sont dit, eh bien tiens, ça, ce sont des filles qui vont faire des études, donc c'est notre porte-entrée dans tous les secteurs de la société. Et c'est comme ça qu'ils vont commencer de plus en plus et d'ailleurs Youssef El-Kardawi va en parler, c'est lui qui en parlera et qui dira, il faut permettre aux femmes de suivre des études parce que c'est elles qui éduquent les enfants et c'est elles qui vont éduquer les enfants en islam. Et en islam, il y a cette séparation des rôles et des tâches des filles et des garçons. C'est une obligation. Donc ces jeunes filles-là, ces jeunes filles actuellement qu'on voit militer Ma liberté, mon choix, ce sont des filles qui sont poussées derrière par des hommes que vous ne voyez pas, mais elles sont poussées à revendiquer. Il y a des structures derrière. Elles ne sont pas toutes seules. Ce sont des femmes qui savent qu'il y a des organisations qui peuvent les aider. À l'heure actuelle, la plupart, si pas la majorité des institutions qui luttent contre les discriminations ont été noyautées, ont été approchées par les frères musulmans, ont été influencées par les frères musulmans. Ce qui fait que vous avez des institutions comme UNIA, qui est une institution fédérale, qui est payée évidemment par l'État, eh bien, eux ont été influencés. On sait qu'il y a eu des personnes membres du CA, des frères musulmans, une sœur et un frère musulman.
et qu'ils ont influencé. Et Ounia défend le port du voile. Donc, quand vous avez une institution publique comme la STIB ou comme une école laïque qui dit, moi, je ne veux pas de voile dans notre établissement et je ne veux pas de voile au sein de la STIB, la STIB, c'est l'équivalent des transports publics françaises. Euh, donc, quand ils interdisent le port du voile, eh bien, vous avez des poursuites. Elles peuvent aller porter plainte avec le collectif de lutte contre l'islamophobie en Belgique, qui a changé de nom maintenant en collectif pour l'inclusion et contre l'islamophobie en Belgique. Eh bien, vont porter plainte avec Ounia pour soutenir, comme ils disent, ces jeunes filles pour qu'elles aient le droit de porter le voile. Donc ça, c'est toutes des stratégies qui sont mises en place. Donc toutes politiques, ces politiques au départ de clientélisme, vont faire en sorte que tous ces jeunes qui vont être éduqués, tous ces jeunes qui vont avoir des postes dans des ASBL, au départ d'éducateurs, de travailleurs sociaux, vont finalement commencer à prendre de plus en plus des postes de coordination, de direction, vont créer des associations, vont rentrer en politique. Et donc tous ceux qui ont misé sur eux, ben, ils ont bien commencé à sentir qu'ils n'étaient plus les bienvenus, ils ont commencé à être écartés petit à petit. Donc vous avez des frères et sœurs musulmanes qui sont des élus. Euh, et on voit bien donc les effets, ce qu'on peut voir comme effet à l'heure actuelle, c'est par exemple les motions qui ont été déposées, notamment à Molenbeek, sur le port du voile dans les administrations communales, alors que normalement dans les administrations communales, fédérales, etc., on ne peut pas porter, on doit être neutre, on doit respecter une neutralité. Eh bien là, il y a eu une motion qui a été votée à Molenbeek. Ensuite, s'en est suivi une autre mairie à Bruxelles qui s'appelle Anderlecht. Et cette fois-ci, il y a eu des menaces de mort. Un élu a reçu une enveloppe avec une balle dans sa boîte aux lettres. Eh bien, vous savez, ça a fait le titre des journaux pendant 3 jours. Et puis, ils ont quand même voté. Et ils ont dit, vous savez, on a tous voté favorable, mais c'était pas du tout à cause des menaces de mort. Donc voilà le genre de choses que nous avons. Et donc, les élus sont coincés et donc se sentent obligés, même si vous avez des personnes issues de familles musulmanes qui sont laïques, il en existe, eh bien, ils ne peuvent plus faire autrement maintenant. Même eux cèdent face aux islamistes qui sont de plus en plus présents, parce que si ces gens-là montrent une réticence par rapport à une norme islamique, ils vont être pointés du doigt, vous allez les retrouver, être affichés, et c'est ce qui s'est produit sur les réseaux sociaux dans certains groupes avec des personnes issues de la communauté musulmane. Donc ils vont subir des pressions et on va leur dire surtout ne votez pas, regardez, ce sont des traîtres. Ils font partie de la communauté et ils votent contre nous, ils votent contre le voile. Et donc ils finissent par céder aussi, parce qu'ils ne sont pas soutenus, parce qu'ils ne peuvent pas être soutenus. À l'heure actuelle, il n'y a plus que la gauche qui est touchée. Parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, on pense qu'il n'y a que la gauche. Oui, au départ, ça concerne la gauche. Mais maintenant, c'est tout le panel politique qui est touché. Les frères musulmans ne cherchent pas un seul parti. Ils vont dans tous les partis où ils peuvent être accueillis parce que leur objectif, in fine, c'est que quand ils vont proposer des lois à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée, au Sénat, etc., c'est que dans chaque parti politique, il y a une influence du frère. C'est ça leur objectif. Et que du coup, ils puissent influencer chaque parti, une personne dans chaque parti, et ensuite voter tous pour ce. D'ailleurs, un autre exemple concret, l'abattage sans étourdissement est interdite en Wallonie, elle est interdite en Flandre, mais elle n'est pas interdite à la région bruxelloise. Il y a eu plusieurs fois, on a tenté d'interdire l'abattage sans étourdissement, mais ça a été refusé. Et évidemment, les islamistes ont aussi compris, c'est qu'ils prennent des alliés momentanés. Et là, notamment, ils ont pris comme allié la communauté juive. Puisqu'évidemment, la communauté juive, il faut que leur viande soit cachère. Et donc, en leur disant, mais vous, il faut vraiment que vous soyez avec nous hein, sur ce coup, parce que vous comprenez, on a un intérêt en commun. Et ça, c'est la pire des choses qui puissent arriver. Et ça, il faut que les gens, et ça, on en parle très souvent et on vous l'explique, auprès de la communauté juive, surtout ne vous alliez pas avec eux, parce qu'à un moment donné, c'est uniquement pour leur intérêt, et à un moment donné, ça va se retourner contre vous. Et ça, il faut bien le comprendre. On n'est pas plus malin qu'eux. Il faut toujours se dire qu'ils sont plus malins que nous, parce qu'ils nous ont bien étudiés. Quand vous avez des rencontres interconfessionnelles,
Les prêtres sont bien gentils, bien sympathiques en Belgique, comme les rabbins, en disant, bon, on fait une rencontre interconfessionnelle, ça nous permet d'apprendre à nous connaître. Je leur dis très souvent, vous allez rien du tout. Peut-être que vous allez apprendre des choses, mais eux, ils vous connaissent mieux que vous-même. Donc ne faites surtout pas cette erreur, parce que vous leur donnez de la légitimité en les fréquentant, et parce que ils vont convertir vos brebis. C'est ça l'idée derrière, évidemment, des frères. C'est pas du tout aller reconnaître ou aller faire quelque chose qui est fraternel, etc. Et d'ailleurs, un exemple aussi le plus frappant, c'est quand ils vont faire des iftars, c'est-à-dire la rupture du jeûne en soirée, avec les trois religions, ils vont très souvent, ils sont invités dans une église, et très souvent, vous avez un appel à la prière dans l'église. Il faut vous dire que dans la tête d'un musulman, cet appel à la prière signifie que cette église nous appartient. C'est ça que ça veut dire. Et qui nous sont soumis. Et ça, ils ne le comprennent pas souvent. D'ailleurs, en 2025, ils ont fait un iftar le 22 mars 2025 dans une église à Molenbeek. Le 22 mars, c'était le jour de la commémoration des attentats en 2025, en tout cas c'était il y a 9 ans, en 2016, quand il y a eu les attentats de Bruxelles-Zaventem. Ils ont choisi ce jour-là pour pouvoir faire un iftar. Pourquoi? Parce que finalement, après, dans les médias francophones belges, on n'a parlé quasiment que de ces iftars. On a très peu entendu parler de la commémoration de Zaventem-Bruxelles. Et d'ailleurs, les Molenbeekois ont dit qu'il fallait absolument oublier ces malheureux événements, qu'il fallait quelque part réécrire un peu l'histoire et finalement montrer le côté positif de Molenbeek. Donc finalement, ça sert à quoi? Ça veut dire on va effacer les mémoires pour la remplacer avec une nouvelle narration, un nouveau narratif. Et ça, à Bruxelles, c'est très fort le nouveau narratif. Mais je ne vais pas m'étendre encore plus là-dessus, je vais très vite passer pour parler surtout de pourquoi Bruxelles est importante pour le reste des pays européens, voire du monde. Bruxelles est importante parce que vous savez, il y a les institutions européennes. Et que si les frères musulmans euh, et que les islamistes du monde entier viennent demander refuge à Bruxelles, c'est pas parce qu'ils aiment Bruxelles, pas parce qu'il fait beau tous les jours chaque année à Bruxelles, mais parce qu'il y a des institutions européennes et qui savent qu'il y a une pression, il y a un lobbying qu'on peut exercer sur les institutions européennes pour obtenir ce qu'on veut. Et on le voit parce que vous avez par exemple une coordinatrice de lutte contre l'islamophobie au Parlement européen. Euh, on octroie des subventions pour créer des projets de lutte contre discrimination. Et là, évidemment, les frères et les associations noyautées par les frères et notamment par la Sister Connection, ce qu'on appelle la Sister Connection, c'est la connexion des sœurs musulmanes qui sont très présentes avec la Fémiso et avec d'autres femmes qui sont très actives sur Bruxelles, aussi bien dans le monde du théâtre, dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde des associatifs, etc., au niveau politique. Et donc, elles viennent là pour proposer des projets, et l'un des projets notamment, c'est de créer des nouveaux narratifs. Et dans ce nouveau narratif, on va par exemple, bah, vous avez par exemple la promotion et la publicité sur le port du voile fait partie de ces projets-là qui ont été proposés. Mais vous pouvez aussi avoir des projets avec des associations qui s'unissent comme des associations LGBT, des féministes, enfin féministes entre guillemets, hein, intersectionnelles, qui s'allient avec des féministes islamiques et pour, pour créer des projets et se faire financer par ces projets-là. Et une fois qu'ils sont financés, ben, c'est de la publicité pour normaliser, évidemment, tout ce qui est islamique. C'est-à-dire, vous allez avoir des affiches pour lutter contre les discriminations à l'emploi pour les femmes musulmanes. Et bien, sur les affiches, vous allez voir un peu partout en Belgique des affiches avec des femmes. euh, Ici, nous luttons contre les discriminations. Et vous allez voir une femme musulmane qui est représentée avec un voile. Donc ils arrivent à contourner, ils utilisent les termes de notre démocratie, les termes de nos valeurs émancipatrices pour les détourner et finalement pour imposer ce qui est contraire à nos valeurs. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai, parce que je sais qu'il y a un temps de Oui, questions-réponses. oui, oui, tout à fait. Mais là, je pense qu'on a effectivement, on peut vous donner encore 10 minutes, ça vous va? Très bien, ça va. Ou Comme alors ça, je peux vous laisser. préférez passer aux questions-réponses tout de suite, c'est comme vous voulez.
Écoutez, je vais juste alors conclure D'accord, parce que c'est important et puis ensuite on passe, mais je ne ferai pas très long pour le d'accord. coup. Alors là où je voulais attirer l'attention, c'est que on voit que ces dernières années, euh, on a de plus en plus de personnes issues de la communauté musulmane qui sortent de l'islam, ce qu'on appelle les ex-musulmans, qui sont vraiment en danger parce que évidemment c'est passible de la peine de mort en islam et que ça s'exécute, que c'est pas quelque chose sur lequel on va dire que c'est pas, même si on est en Europe, on n'est pas à l'abri d'une exécution, comme on a pu le montrer notamment en Danemark, où il y a eu une exécution, on a tué, où il y a un Momika qui a brûlé un Coran, qui a été assassiné. Donc vous avez des ex-musulmans et je pense qu'il faut vraiment soutenir les ex-musulmans parce que c'est important. Ça permet aussi de montrer aux musulmans qu'il y a une autre voie ou à toute personne issue de la communauté musulmane qui n'ose pas prendre la parole parce qu'on n'est pas soutenu, clairement, quand on a une autre voie que celle revendiquée par ces personnes, on n'est pas soutenu et on n'est pas entendu. Deuxième chose, vous avez aussi des initiatives comme Soraya, qui a créé un podcast qui s'appelle La Révolution des cœurs, qu'on peut suivre. Et ce podcast, elle prend des témoignages de filles, de femmes ou de jeunes filles, sous couvert d'anonymat, qui parlent de leur expérience et de ce qu'elles vivent à l'intérieur de leur famille. C'est extrêmement important parce que toutes ces expériences qu'elles ont vécues de violence, ça permet de libérer la parole au sein des femmes issues de la communauté ou des garçons issus de la communauté parce que il y a réellement une violence depuis des décennies qui s'est exercée sur des jeunes, sur des femmes, sur des enfants, sur des garçons qui n'ont jamais pu vraiment s'exprimer là-dessus et qui n'ont jamais été soutenus là-dessus. Et donc il est important, si on veut pouvoir sortir de cet entrisme, de cet endoctrinement auprès de cette jeunesse, il faut qu'il y ait des personnes, il faut qu'il y ait des voix qui puissent exprimer publiquement et qui puissent avoir aussi la liberté de le faire sans être traité de raciste, sans être stigmatisé d'extrême droite ou de faire le jeu d'extrême droite. Parce qu'en réalité, ce qui fait le jeu de l'extrême droite, c'est pas nos propos, c'est le fait que la gauche ait abandonné ces valeurs pour lesquelles elle défendait, celles de la liberté, de l'égalité et de la fraternité.